Ce qui va être très important tout au long de votre crowdfunding dès aujourd'hui, c'est-à-dire c'est les trois cercles de financement qui vont vraiment vous accompagner tout au long de la préparation de la collecte, pendant la collecte, pour bien comprendre le fonctionnement d'une collecte de fonds. Les trois cercles de financement participatif, c'est quoi? C'est comment entre guillemets, catégoriser vos contacts pour rapidement déclencher un effet boule de neige et convaincre les personnes à participer. Les trois cercles commencent donc par ce cercle le plus important, qui est le premier cercle, qui est là pour crédibiliser votre projet. Pour pouvoir faire confiance en projet, en porteur de projet, c'est pas évident parce que le projet justement il est en train de financement, donc il n'est pas encore réel. Donc il faut pouvoir faire confiance au porteur de projet, et c'est pour ça qu'il faut absolument solliciter les amis, la famille, tous les proches qui connaissent déjà le porteur de projet, qui vous connaissent, qui vous font confiance, qui ont déjà entendu parler de votre projet, qui sont peut-être même impliqués en votre projet. Et c'est donc par ce cercle-là qu'il faut commencer chaque collecte de fonds. Pour des projets déjà plus avancés, ça peut aussi être des clients fidèles qui ont depuis des années, des collaborateurs quand il s'agit d'une grande entreprise, tous ceux qui connaissent ce projet que vous voulez financer et tous ceux qui connaissent de près ou de loin ce porteur de projet. Ce premier cercle doit apporter à peu près 30% du financement. C'est vraiment ce taux qui est psychologique pour pouvoir convaincre les personnes qui ne connaissent pas personnellement ou qui ne connaissent pas du tout le porteur de projet ni le projet. Et c'est donc uniquement à cette étape-là, une fois qu'on a collecté les 30% grâce à ce premier cercle, qu'on va communiquer publiquement sur les réseaux sociaux, qu'on va envoyer des newsletters à toute la base de données du porteur de projet, et qu'on va commencer à relancer la presse qu'on avait sollicitée pour parler de la collecte, pour publier l'article et pour toucher ce fameux cercle d'inconnus qui est donc le troisième cercle. Donc rapidement, pour récapituler, le premier cercle, c'est les proches, tous ceux qui entourent directement le porteur de projet. Le deuxième cercle, il peut être touché grâce aux bouches à l'oreille par les proches, justement, c'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on va toucher les amis d'amis et qu'on va parler publiquement sur les réseaux sociaux du projet. Et puis le troisième cercle, j'avais un petit problème de connexion, il me semble. Est-ce que tout le monde m'entend? Juste une petite confirmation, s'il vous plaît, c'est possible. Il me semble que ça devrait aller maintenant. Et puis, donc, du coup, ce fameux troisième cercle qui est le plus difficile à toucher puisque vous ne le connaissez pas, et pour pouvoir le toucher, il faut réussir à créer un beau effet boule de neige et qu'il faut avoir des relais médiatiques qui, justement, s'adressent à votre cible pour pouvoir toucher ce cercle d'inconnus. Pourquoi faire une collecte de fonds? Évidemment, la première motivation des porteurs de projets qui viennent nous voir, c'est le financement. Dans tous les cas, c'était le cas pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il y a aussi des personnes qui viennent pour d'autres raisons. Donc, première raison, évidemment, le financement, parce que j'ai besoin d'argent rapidement. Et donc, du coup, c'est une source de financement simple et rapide comparé à des subventions où il faut faire beaucoup de démarches, beaucoup d'administration. Ça prend toujours du temps. Pas tous les projets n'ont pas non plus la possibilité d'avoir des subventions ou des aides d'autres personnes. Et donc, du coup, vous allez pouvoir faire du financement en restant indépendant. Vous allez pouvoir diversifier les sources de financement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de demander la totalité de votre budget sur Ulule, mais justement, vous pouvez financer en partie votre projet sur une plateforme de crowdfunding parce que vous voulez communiquer plus largement autour de l'ouverture d'un lieu, autour de la sortie de votre nouvel album, autour de la sortie d'une nouvelle collection de vêtements, autour d'un événement, autour de votre projet tout simplement.
Vous allez aussi, grâce à cette campagne, élargir votre public cible parce que justement, vous avez fait des efforts à sensibiliser vos proches pour qu'ils parlent de votre projet, pour démarcher les médias, pour toucher une cible plus large et ainsi aussi renforcer le lien avec votre communauté parce que vous allez rapidement vous rendre compte qui est engagé, qui ne l'est pas. Déjà de tester est-ce que votre communauté est engagée et réagit à vos sollicitations et vous allez ainsi aussi pouvoir tester votre projet ou votre service, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un test en grandeur nature. C'est comme une étude de marketing au final parce que vous proposez de différentes choses dans les contreparties. Vous allez avoir un retour sur les couleurs, les dates, les différentes choses qui vont marcher ou qui ne vont pas marcher. Et ça, tout ça ensemble, ça vous aide évidemment dans le développement de votre projet. Grâce aux réseaux sociaux et à toute la communication que vous allez faire autour de cette collecte de fonds, une campagne de crowdfunding, c'est aussi un outil de communication dans le sens où c'est une durée très limitée de collecte pendant laquelle vous allez activer beaucoup de réseaux, beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de médias et beaucoup de personnes aussi qui sont ambassadeurs de votre projet. Et donc, du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir réussir à créer un effet boule de neige et élargir votre communauté sur les réseaux. Ulule est donc une fabrique de projets créatifs, innovants et solidaires. Vous avez une plateforme qui est multicatégorie, c'est-à-dire vous trouvez aussi bien un projet de construction d'écoles à Madagascar, comme la prévente d'un téléphone, le financement d'un festival indépendant ou une nouvelle marque qui veut lancer une paire de chaussures. Et sur cette slide que vous êtes en train de voir, vous voyez par exemple la brasserie Babap qui est installée à Paris dans le quartier Oberkampf et qui a fait une collecte de fonds pour financer ne pas la totalité évidemment du projet puisque le lieu ça coûte très cher, tout l'aménagement c'est pas possible de compter uniquement sur des personnes sur la communauté pour financer ça, mais ils ont voulu communiquer autour de ce lieu même avant l'ouverture pour déjà avoir des premiers clients fidèles dès l'ouverture du lieu et donc du coup ils ont demandé à la communauté de financer les fermenteurs, ce qui est quelque chose de très concret où tout le monde peut se dire c'est grâce à nous aujourd'hui que justement ils peuvent brasser de la bière parce que c'est indispensable pour brasser des bières et c'est quelque chose d'accessible et qu'on peut rapidement comprendre et donc du coup ça motive des gens à participer. Vous avez à droite le Goulash Disco Festival, c'est un festival de musique qui a lieu tous les ans en Croatie et parce qu'ils n'avaient pas du tout envie d'être attachés à des partenaires, de devoir vendre telle et telle marque de bière, de devoir faire telle et telle chose dont ils n'avaient pas forcément envie. Ils ont décidé de mettre en vente des billets uniquement sur Ulule pour pouvoir financer, grâce à ces précommandes, le festival en restant indépendant à 100%. Alors, comment fonctionne Ulule ? Les projets qui sont donc acceptés sur la plateforme, c'est des projets créatifs, solidaires, innovants et à portée collective. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver des projets personnels sur la plateforme. Ulule, c'est un outil qui est là pour pouvoir donner vie à des projets à portée collective. C'est le principe du crowdfunding, c'est toujours le principe du tout ou rien. C'est-à-dire, vous avez une certaine somme que vous renseignez, un certain nombre de préventes qu'il faut atteindre pour pouvoir réaliser votre projet, parce que sans cette somme d'argent, sans ce nombre de préventes, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas faire grand-chose, pas faire assez pour réaliser votre projet. Et tant que les 100% ne sont pas atteints dans la durée de votre collecte, il s'agit d'une opération blanche, c'est-à-dire tous les soutiens sont remboursés sans frais, le porteur de projet ne reçoit rien et Ulule en tant que plateforme non plus. Mais en cas de réussite, c'est-à-dire à l'atteinte des 100% ou en cas de dépassement, c'est à ce moment-là justement que les projets sont financés avec succès et que le porteur de projet reçoit les fonds.
La commission du LUL est de 8% TTC. C'est important aussi à savoir avant de se lancer pour bien calculer cette commission dans son objectif financier. La contribution par chèque est moins importante, elle est de 5%, parce que tout simplement, il n'y a pas des frais bancaires, étant donné qu'on passe par un prestataire financier qui s'y ajoute. Et PayPal, en revanche, est plus cher parce que la commission de PayPal est plus importante que celle de notre prestataire financier. Et en plus, il faut rajouter 25 centimes par transaction. Pour PayPal, pas tous les projets ont besoin de PayPal déjà. Si vous avez une communauté très internationale, ça vaut le coup. Mais je vous conseille de plutôt vous adresser à votre manager sur Ulule quand vous vous lancez pour savoir si ça vaut vraiment le coup ou pas. Ou de demander un peu autour de vous au niveau de votre premier cercle, parce que vous risquez quand même de perdre de l'argent, parce que les paiements PayPal sont débutés qu'à la fin de la collecte, ce qui fait que du coup, vous risquez de perdre des contributeurs au moment de la contribution, entre le moment de la contribution et la fin de collecte. La commission du LUL est dégressive, c'est-à-dire si vous avez des projets très ambitieux, la commission passe à partir de 100 000 euros collectés à 7% et ainsi de suite. Comme je disais, LUL passe par un prestataire financier depuis l'existence, donc depuis 2010. On a donc une plateforme qui est 100% légale et sécurisée. On est aussi certifié B Corp, c'est-à-dire que c'est notre modèle est engagé et responsable. Et il y en a que 25 entreprises françaises qui sont labellisées B Corp à ce jour, donc c'est une bonne chose. Et notre plateforme est aussi un réseau social, puisque vous avez la possibilité de suivre des personnes, d'être suivi par des personnes, de recevoir des notifications quand quelqu'un de vos amis, des personnes que vous suivez, contribuent à un projet, ce qui donne d'autant plus de visibilité à ces projets-là. Et vous pouvez aussi avoir des badges sur Ulule, c'est-à-dire au moment où vous avez contribué à plus de 3 projets dans un domaine, vous allez avoir un petit badge qui dit, voilà, vous êtes, par exemple, mélomane parce que vous avez contribué à plus de 3 projets de musique et ça s'adapte à plusieurs domaines. Au niveau des statuts des porteurs de projets, ça peut vous étonner. Souvent, les personnes pensent qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais ce n'est pas le cas. Et il y a 50% des particuliers. Il y a vraiment tout type de porteur de projet qui peut se lancer, en fait, particuliers, associations, entreprises. Il n'y a que 15% d'entreprises, 35% d'associations. Après, ces statistiques sont un peu vagues parce que tout simplement, souvent, quand les projets marchent très très bien, comme on a vu avec la paire de chaussures Pérouse tout à l'heure, les porteurs de projets changent leur statut en cours de collecte parce qu'ils se sont dit, voilà, on va collecter beaucoup d'argent et il vaut mieux qu'on change de statut, qu'on fonde une entreprise. Et donc, du coup, ces statistiques ne sont pas fiables à 100%. Pour parler de l'équipe, vous avez donc du coup une équipe d'une petite vingtaine de personnes, dont la moitié est dédiée à l'accompagnement des projets. L'accompagnement des projets, ça veut dire quoi? Concrètement, chaque projet sur Ulule a un manager qui va accompagner le porteur de projet pendant la collecte, avant la collecte et après si besoin. Concrètement, ça ressemble à ça. Voici mon compte. J'ai 17 messages et j'ai ici donc du coup les personnes qui demandent des choses. C'est là où je vais faire des retours aux porteurs de projet pour leur dire il faut pas faire telle et telle chose, il vaut mieux mettre ça et ça en avant, il vaut mieux rendre les contreparties un peu plus avantageux, ajouter telle et telle chose en plus si vous le pouvez. Et voilà, donc vous avez un manager dédié, vous n'allez jamais être seul sur la plateforme. Et nous avons donc aussi des personnes qui sont spécialisées, comme vous allez pouvoir le voir une fois la page chargée. Vous avez par exemple Margot qui gère tous les projets ESS, patrimoine et les grandes fondations. Marion qui accompagne les porteurs de projets de musique et spectacles vivants. Elle va d'ailleurs faire une formation demain matin dans nos locaux
pour des projets musicaux. Donc, s'il y en a entre vous, n'hésitez pas à venir. C'est à 9h dans nos locaux à Paris. Les inscriptions sont ouvertes sur Eventbrite. En ce qui concerne moi, donc, j'accompagne surtout les projets mode, artisanat et food. Et on a Jean qui accompagne tous les projets geek, c'est-à-dire tout ce qui est jeux de plateau, jeux vidéo, édition, beaucoup de BD. Puis Antoine qui s'occupe surtout de tout ce qui est cinéma. Et aussi des projets canadiens, puisqu'on a une antenne à Montréal. Et Camille qui travaille sur des projets solidaires d'art, et aussi avec moi, c'est des projets mode et food. Je l'ai déjà mentionné, Ulule n'est pas uniquement présent en France, mais aussi en Europe et à l'international. On a donc du coup un bureau à Montréal, à Rome, à Bruxelles et à Barcelone. Et ces personnes font aussi donc du coup partie des accompagnateurs des projets. La moitié aujourd'hui s'occupe du marché français, puisque c'est le plus grand pour le moment. Et vous avez aussi une personne dans d'autres langues. Ulule, comme je disais, est une plateforme multithématique. Au sens large, 60% des projets sont dans la culture, au sens large du terme. Il y a de la musique, il y a des spectacles vivants, du cinéma, de la mode, de l'édition. N'hésitez pas à les découvrir et en même temps à découvrir les statistiques en ligne si vous vous intéressez à un domaine spécifique. Vous avez ici, en vous rendant sur Ulule, toutes les statistiques accessibles en temps réel. Donc, tout en haut, les statistiques généralistes. Et puis, quand vous voulez regarder un domaine plus en détail, vous avez aussi listé toutes les informations ici. On revient sur la formation. Désolée pour le temps de chargement. Alors, encore quelques chiffres. Donc, comme c'est la page des statistiques, on a un taux de succès de 66%. C'est le plus important dans le domaine du crowdfunding reward-based, c'est-à-dire basé sur des contreparties. On a 1 million d'utilisateurs, plus de 50 millions d'euros collectés grâce aux porteurs de projets et leurs projets. Et plus de 12 000 projets financés. La plateforme est accessible en 7 langues et avec des soutiens venant de 174 pays. La plateforme est accessible en 7 langues, mais vous n'êtes pas du tout obligé et ça ne vaut pas forcément le coup de traduire chaque projet en 7 langues. Si vous avez une communauté en France et en Angleterre et en Italie, là, ça vaut le coup de traduire son projet en italien, en anglais et de l'avoir en français, évidemment, parce que les soutiens vont venir de ces 3 pays-là. Si, en revanche, vous connaissez personne en Allemagne, ça ne vaut pas le coup de traduire votre projet en allemand, parce que, comme vous l'avez appris tout à l'heure, il faut avoir ce fameux premier cercle d'ambassadeurs qui diffusent le projet, qui est proche du porteur de projet. Et si vous n'avez pas ce fameux premier cercle dans d'autres pays, vous allez avoir du mal à le toucher et les gens ne viennent pas par hasard tomber sur votre projet. La communauté d'Ulule est donc la communauté la plus grande en Europe, avec plus d'1 million d'utilisateurs. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et je vais vous le montrer en direct, vous avez la possibilité de suivre des personnes, d'être suivies et d'avoir des badges. Alors, là, par exemple, c'est ce système de notification. Moi, c'est Annika, d'ailleurs, c'est pas Margot. C'est juste Margot qui a renseigné ces coordonnées. Alors, je peux, par exemple, suivre ce fonds de dotation. Et donc, toutes les personnes qui me suivent vont recevoir la notification qu'Annika suit désormais Etikea. Ce qui est très intéressant quand il s'agit par exemple des porteurs de projets qui ont un projet en ligne, parce que ils vont voir du coup que quand je contribue à 5 € ou à 6 € à ce projet-là,
tous les personnes qui me suivent vont avoir cette petite notification et ça donne donc du coup plus de visibilité à ce projet-là. En ce qui concerne les badges, vous avez donc ici cet onglet badge et vous pouvez aussi retrouver les personnes des domaines qui vous intéressent. Par exemple, vous êtes en cinéphile, vous pouvez jeter un petit coup d'œil aux personnes qui sont dans cette catégorie-là. Il y a presque 3000 personnes donc, qui ont soutenu plus de 3 projets films. Et c'est donc du coup aussi grâce à ça que vous pouvez vous faire un petit réseau. Si vous dites par exemple, Maxime il a soutenu Michel a soutenu des projets films, moi je m'intéresse au film, donc du coup je vais le suivre. Et grâce à ça, je vais être tenue au courant des nouveaux projets films auxquels il contribue. On a aussi des connecteurs, c'est-à-dire il s'agit des personnes qui sont très engagées dans la communauté Ulule et qui ont aussi envie d'accompagner des porteurs de projets dans leur levée de fonds. Et je cherche le badge. Hop. Et donc, du coup, il y a 40 personnes aujourd'hui qui peuvent aussi répondre à des questions importantes au niveau d'une campagne de crowdfunding et qui sont les ambassadeurs du Bull, c'est-à-dire c'est notre premier cercle, si vous voulez. On va passer à la slide suivante. Comment je fais concrètement pour lancer mon projet? Donc, pour commencer, je vous le montre en live. Vous allez sur Ulule, vous cliquez sur Proposer un projet. Vous arrivez sur une page où nous avons résumé les 6 principes de base pour les porteurs de projets heureux. Vous avez donc toutes les informations nécessaires récapitulées ici avant d'envoyer votre proposition de projet. Pour l'envoyer, il faut simplement renseigner en texte, sans image, sans vidéo, votre projet concret. Vous allez renseigner la langue principale, l'objectif à atteindre et évidemment la description très concrète de votre projet. Mentionner quelques idées de contrepartie pour qu'on sache que vous avez bien compris le fonctionnement, que vous êtes sur une plateforme reward-based et finir par vos références, c'est-à-dire votre page fan sur Facebook, votre site web si vous en avez une, ou des articles de presse pour qu'on sache à peu près votre capacité d'atteindre la somme demandée ici. En moyenne, le moment où les porteurs de projets soumettent leur projet et le passage en ligne, il se passe une semaine, mais encore une fois, c'est une statistique qui est très vague parce que nous avons 50% des porteurs de projets particuliers, donc à partir de là, on peut se dire que ces personnes, elles ont aussi un travail et elles ont donc du coup un projet à côté sur lequel elles travaillent peut-être le soir ou le week-end. Donc du coup, ça prend plus longtemps. Mais sachez que de toute façon, vous allez recevoir une réponse de votre accompagnateur dans la journée. Donc vous pouvez aussi passer en ligne si la page est up. Les contreparties sont intéressantes dans la journée. On va passer au deuxième point, la définition de son projet. Donc, pour commencer, un beau projet, c'est une belle histoire à raconter. C'est beaucoup de storytelling, c'est-à-dire vous n'allez pas venir en disant « moi j'ai envie de faire un festival et pour ça j'ai besoin de 10 000 euros et il va peut-être y avoir 2 groupes de musique et un danseur, mais on va voir. » Donc, ce qui est intéressant justement pour les gens qui viennent vous soutenir, c'est d'avoir des images du lieu, de l'équipe pour pouvoir aussi faire confiance, d'avoir une explication un peu plus détaillée parce que c'est tout ça qui va donner envie et qui va nous attacher au projet et qui va nous donner envie de suivre l'évolution du projet, voire même de participer et en plus d'en parler auprès de nous pour inviter des amis pour leur dire allez on va tous au festival. C'est donc toute cette histoire autour de l'événement qui va intéresser les gens ou autour du projet tout simplement. Il faut parler de vos convictions, pourquoi vous faites ça, de vos motivations. Il faut vraiment s'ouvrir, c'est très important et donc forcément c'est une implication forte de la part des porteurs de projet parce qu'il ne s'agit pas juste d'expliquer mais aussi de vivre et d'animer le projet.
en faisant du news une fois le projet lancé, en recontactant les gens régulièrement, en leur donnant des nouvelles en disant ça y est, aujourd'hui on a 30%, c'est super, commencez à partager le projet autour de vous pour qu'on soit le plus nombreux possible. Et donc du coup, c'est des petites piqûres de rappel réguliers, c'est beaucoup d'animation des réseaux sociaux, de contact des proches, des relances des personnes, des relances des médias. Il faut donc vraiment pouvoir prendre son temps et il vaut mieux donc du coup se préparer un peu plus de temps que de se lancer trop tôt et de se rendre compte qu'au final il y a tellement de choses à faire et puis après c'est trop tard, le temps court. Donc voilà, on va y revenir pendant la préparation de la communication à la fin. La définition d'un projet, c'est donc un projet très concret évidemment et un projet ponctuel, c'est-à-dire il s'agit de quelque chose que tout le monde peut comprendre, toucher, voir ou pourquoi pas savourer. C'est quelque chose qui est limité dans le temps, c'est-à-dire voilà, j'ai besoin de 3500 € pour sortir un disque. C'est très concret, on sait qu'il faut presser le disque, qu'il faut l'enregistrer déjà avant, qu'il faut aussi quelqu'un qui fait le design de la maquette, du cover. Et donc du coup, c'est quelque chose qui peut être détaillé, qui est très concret, ce qui ne serait pas le cas si vous demandez de l'argent pour un fonds de roulement, pour de la trésorerie, pour financer une carrière. C'est quelque chose de trop abstrait qui ne donne pas envie d'être soutenu parce que tout simplement, les gens ils ont envie de dire c'est grâce à moi qu'aujourd'hui il y a ce tableau dans une école ou qu'il y a telle et telle chose dont je peux être fière d'avoir participé. Un projet doit aussi être très clair, évidemment, c'est-à-dire en tant que porteur de projet, on est souvent tellement dans son projet qu'on va trop dans le détail technique, quand on explique trop de détails sans vraiment dire le plus important. Donc du coup, c'est très important de aussi travailler sur la présentation à plusieurs si possible, ou au moins d'être relu par un ami, pour justement que ce soit le plus compréhensible possible, qu'on commence directement à dire de quoi il s'agit concrètement et que ce soit compréhensible par tout le monde. L'objectif financier, sur l'une, vous avez deux possibilités. Il y a donc l'objectif financier classique. Je dis classique parce que c'est ce qui est pratiqué sur toutes les plateformes de financement participatif et parce que c'est ce qui est utilisé par le plus de porteurs de projets. Mais vous avez aussi la possibilité de faire une prévente. La prévente, c'est adapté à un certain type de projet quand vous avez un produit phare. Vous avez par exemple envie de lancer une paire de chaussures. On a beaucoup d'exemples dans ce domaine-là. Vous avez envie de lancer un sac à dos. Vous avez envie de lancer un téléphone. Vous avez envie de lancer un produit phare. Après, il peut être décliné en plusieurs tailles ou plusieurs couleurs. Mais il s'agit d'un prototype au final. Et pour pouvoir lancer la production, une production plus importante, pouvoir aussi trouver une usine qui a envie de fabriquer, pour avoir aussi un prix d'unité qui n'est pas trop important et qui reste accessible. À ce moment-là, vous allez partir sur un objectif en vente. Et donc, du coup, les contributeurs vont précommander leur objet, leur produit, la création, peu importe, mais il n'y aura que ce produit-là qui est proposé dans les contreparties. Et les contributeurs ne pourront pas faire de dons parce qu'au final, les dons ne vous servent à rien parce que vous êtes obligé d'avoir un certain nombre de commandes pour pouvoir lancer la production, ce qui n'est pas du tout le cas évidemment pour l'objectif financier. Là, vous êtes sur une somme. Vous allez avoir toute une liste des contreparties que vous allez proposer à partir de 5 € jusqu'à l'infini. Et vous pouvez aussi recevoir à partir de 5 € toutes les dons, toutes les contributions possibles, ce qui n'est pas donc du coup le cas pendant la prévente. L'objectif financier peut, comme l'exemple de Babap, être une partie du financement ou la totalité. Vous avez en moyenne
4 000 € de collecter sur un projet sur Ulule avec 80 contributeurs parce que la contribution moyenne est de 50 €. C'est quelque chose à garder en tête pendant l'élaboration de votre objectif financier parce que si vous avez besoin de 10 000 €, mais vous êtes sûr de ne pas pouvoir mobiliser 200 personnes à ce moment-là, il vaut peut-être mieux commencer sur un objectif minimum, disons 3 000 € parce que vous êtes sûr de pouvoir mobiliser au moins 60 personnes et pourquoi pas même dépasser l'objectif. Il vaut donc mieux toujours commencer avec l'objectif minimum nécessaire à la réalisation du projet et essayer de le dépasser que de partir sur un objectif trop haut et stagner. Parce que plus vite vous réussissez, plus vous montrez aussi qu'il s'agit d'une histoire qui marche, d'un produit qui marche. Et c'est ça qui va intéresser les inconnus, c'est ça qui va intéresser potentiellement les médias aussi. Et c'est ça aussi qui va, si vous continuez bien à communiquer en disant mais avec 150% je peux faire telle et telle chose en plus et à 200% je peux sortir les produits dans 3 couleurs différentes, c'est là où vous allez créer cet effet boule de neige et mobiliser un maximum de personnes. Dans votre objectif financier, il faut donc, comme je disais tout à l'heure, penser à la commission, penser aux frais du contributeur et à leur expérience. Des coûts un peu cachés qui peuvent vite coûter très cher. Il faut aussi penser aux taxes en fonction de votre statut. En tant qu'entreprise, par exemple, vous êtes soumis à la TVA. Il faut donc aussi penser aux 20% de TVA. Et comme je disais tout à l'heure, toujours calculer avec cette contribution moyenne de 50 € pour savoir si vous êtes capable de mobiliser un tel nombre de personnes pour atteindre votre objectif financier. La durée de la collecte maximale est de 90 jours. 3 mois, c'est très très long. Nous, on a constaté une moyenne de 44 jours, mais on conseille plutôt 30 jours parce qu'un mois, c'est assez déjà pour une collecte de financement. Après, si vous avez un projet très très ambitieux, si vous avez plusieurs événements parce que vous êtes un groupe de musique ou une compagnie qui a plusieurs spectacles dans d'autres villes pendant 2 mois, ça vaut le coup de faire une collecte plutôt longue. Mais si vous avez vraiment quelque chose d'assez accessible, c'est-à-dire entre jusqu'à 10 000 €, 30-40 jours, ça peut être largement suffisant si vous êtes bien préparé. Parce que tout simplement, vous allez ainsi montrer aussi l'urgence de la somme, de l'argent pour pouvoir réaliser votre projet. Et vous allez pouvoir garder cette dynamique d'effet boule de neige, des relais de vos proches, des ambassadeurs qui passent sur les réseaux sociaux, des médias qui reprennent l'information, parce que c'est plus simple de rester actif, d'avoir des choses à raconter pendant un mois que pendant 3 mois, parce que vous-même, vous allez vous enlacer à un moment donné, vous allez être épuisé, vous allez plus savoir quoi raconter dans les news, sur les réseaux sociaux. Si c'est une collecte de 3 mois, c'est très très dur et comme je disais, c'est vraiment une implication forte de la part du porteur-projet. Il vaut mieux prévoir toute la préparation en amont et donc du coup vraiment se lancer sur une durée très courte et être très réactif à ce moment-là. On va passer à la création de la page. Vous avez donc 2 secondes pour convaincre parce qu'on est sur Internet et tout va très vite sur Internet. Quand vous n'avez pas une image, une vidéo qui vous interpelle particulièrement sur Facebook par exemple, vous n'allez pas cliquer dessus. C'est la même chose pour votre projet. Si vous n'avez pas une première phrase accrocheur, une image principale qui vous parle, qui vous donne envie et un titre qui a du peps, vous n'allez pas forcément aller sur la page projet. Donc, restez toujours, essayez en tout cas d'être toujours un peu dans la peau d'un utilisateur lambda pour savoir est-ce que mon projet est déjà clair, est-ce qu'on sait de quoi il s'agit juste en voyant l'image et le titre, et est-ce que ça donne envie. Même chose quand je clique enfin dessus et j'arrive sur la page, si en 2 phrases je comprends pas de quoi il s'agit,
où est-ce que ça aura lieu et à quel moment, je ne vais pas forcément rester. Donc, il faut être très structuré, très clair et avoir une présentation soignée tout simplement. Voici donc un exemple. Vous savez dès le début qu'il s'agit d'une brasserie, qu'il s'agit que le nom est Babap et qu'il s'agit donc du coup d'une bière brassée à Paris et puis à Paris. Encore une fois, nous avons donc dans l'introduction l'information de la bière locale 100% Made in Paris dans le quartier d'Oberkampf et du projet de la brasserie. Dans le sous-titre, déjà, on sent que c'est une démarche communautaire, tout simplement, parce qu'on est tous appelés à faire partie de la campagne des Capsules en Paris. Et la présentation, on va rapidement voir directement sur Ulule, continue comme ça, avec des paragraphes très clairs et avec des images qui donnent envie. Juste pour montrer rapidement. Babap en quelques mots, notre première bière, un plan du lieu, des images du lieu, pourquoi un crowdfunding, on va passer au financement et on a toute la liste des contreparties. Donc là, j'ai toutes les informations comme contributeur pour contribuer et parce que j'ai envie de savoir qui est derrière tout ça. J'ai aussi les images des personnes, donc je peux leur faire confiance et se présentent et se sont dévoilés et donc du coup je suis prête à les soutenir. Hop. On revient sur la présentation. Le titre et le sous-titre, comme je disais, il faut que ce soit quelque chose qui donne envie, qui est très clair et qui interpelle, qui donne envie de cliquer dessus. Donc, il faut déjà que ce soit très représentatif de votre projet. Simple, c'est aussi le titre qu'on reprend quand on parle du projet auprès de nos amis, auprès de nos collègues. Donc, il faut que ce soit court et représentatif, que ça décrit bien votre projet et que ce soit quelque chose facile à retenir. Quand vous avez une marque, pourquoi pas directement utiliser le nom de la marque et détailler un peu plus dans le sous-titre de quoi il s'agit. Mais surtout, éviter tout ce qui est soutenez-nous, aidez-nous, on a besoin de l'argent parce que tout simplement, vous êtes sur une plateforme de crowdfunding, donc c'est évident que vous êtes là pour être soutenu, pour avoir de l'aide, entre guillemets, mais ce discours ne fait pas forcément très rêver, donc à éviter. L'image principale, même chose, il faut que ce soit très clair, représentatif de votre projet et de bonne qualité, évidemment. Le texte, pareil, il faut que ce soit très très bien structuré. En général, on vous conseille de commencer par une petite phrase d'introduction qui résume bien le projet. C'est-à-dire, c'est comme dans le journalisme, vous allez dire qui fait quoi, où, comment, de quelle manière, et à quel moment. Et c'est ça les informations les plus importantes. C'est grâce à ça que les soutiens vont rester sur la page, ou vont partir peut-être, mais il faut être concret et il faut tout de suite que tout le monde sache de quoi il s'agit. Si vous parlez d'un festival, vous avez de super belles images, mais dans la dernière ligne, vous allez dire en fait c'est en Indonésie. Forcément, c'est dommage parce que déjà, les gens ne savaient pas que ça allait être aussi loin. Et en plus, vous allez les perdre tout à la fin. Donc, ça ne sert à personne. Il vaut mieux être clair dès le début. Et comme ça, ceux qui sont intéressés par ça, elles restent. Et vont aussi prendre le temps de découvrir beaucoup plus le projet en détail que de chercher sur une page projet. Personne ne restera sur une page projet si ce n'est pas clair. Juste, c'est la présentation de la page projet, ça commence donc par ce fameux texte à propos et ensuite ça va passer à la partie du financement. Dans la partie du financement, il est également très important de bien détailler ces différents, les différents détails du budget. Vous avez un budget
global de 5 000 ou de 10 000 euros. Mais au final, on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Donc, cette partie est vraiment là pour détailler tout votre besoin pour que, grâce à votre transparence, vous allez gagner la confiance des contributeurs. Il faut donc être vraiment... vous pouvez mentionner la commission du LUL, c'est même conseillé parce que ça fait partie de la transparence, les frais pour les contreparties, les frais pour l'envoi des contreparties et toutes ces choses qui s'accumulent et qui font que vous avez besoin de telle et telle somme. Parce qu'au moins, vous allez être crédible, vous allez être transparent et les gens ne vont pas se poser des questions. La présentation finit par la partie à propos du porteur de projet. C'est une partie très importante parce que dans le crowdfunding, c'est des personnes qui prennent l'initiative de lancer un projet. Les personnes qui soutiennent le projet sont aussi là pour soutenir le porteur de projet. Pour commencer, c'est votre famille, vos amis, ils vont être tout fiers aussi de voir une petite image de vous sur la page de la présentation. Ce qui leur donne envie de partager la page sur les réseaux sociaux et de dire voilà, soutenez mon ami dans son projet. Mais ça va aussi, comme la description, la vidéo, comme le détail du financement, crédibiliser votre projet auprès des inconnus. Parce que les inconnus, ils ont besoin de savoir à qui ils vont confier leur argent. Même si on est sur une plateforme de financement participatif, il n'y a pas des personnes qui ont trop d'argent à dépenser. Donc, il faut quand même pouvoir les convaincre, pouvoir les attirer. Et si vous êtes transparent et si vous montrez aussi, si vous mettez un peu à nu en disant moi, ça fait des années que je réfléchis sur telle et telle chose et aujourd'hui, je veux me lancer dans telle et telle activité. J'ai mon prototype, j'ai telle et telle chose. J'ai mis en place le site web pour tel et tel service, mais pour pouvoir avoir telle et telle fonctionnalité en plus pour vraiment lancer mon activité, il me faut de l'argent. Et si vous vous montrez, les gens ils vont être tout simplement plus touchés par votre histoire, par votre projet. Et vous allez plus facilement instaurer une relation de confiance pour pouvoir transformer vos visiteurs en contributeurs. C'est aussi dans cette partie-là que vous allez parler des projets que vous avez faits en amont. Si vous avez déjà, par exemple, en tant que groupe de musique, fait un tour, sorti un album, c'est ici que vous allez pouvoir mettre les liens, voire intégrer les players. Donc, vous pouvez tout à la fin mettre tous les liens Facebook, Twitter, Instagram, les réseaux que vous utilisez. Ça ne sert à rien non plus d'être sur tous les réseaux s'il n'y a personne. Le mieux, c'est d'avoir 2-3 réseaux sur lesquels vous êtes vraiment actifs. Et c'est ces réseaux-là que vous allez mentionner tout à la fin. Pourquoi tout à la fin? Parce que vous allez premièrement garder vos visiteurs sur la page projet le plus longtemps possible. Et parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont peut-être aussi avoir envie d'avoir des informations supplémentaires ou de voir ce que vous avez fait avant ou de voir tout simplement où ils peuvent vous suivre pour recevoir des notifications plus régulièrement. Ensuite, on passe aux contreparties. Les contreparties doivent toujours être en lien avec votre projet. Quand on arrive sur une page projet de cinéma, on ne s'attend pas forcément à un t-shirt d'un créateur. Donc, il faut quand même que ce soit que le porteur de projet se pose la question, mettre dans la peau du contributeur. Si c'est difficile, n'hésitez pas à demander à vos proches. Les contreparties les plus importantes sont de 25 et de 50 euros. 25 euros, c'est la contrepartie la plus choisie sur Ulule et 50 euros, c'est la contribution moyenne. Comment ça se fait? Tout simplement parce que 25 euros, c'est une somme qu'on dépense entre guillemets facilement et c'est le grand public qui donne cette somme-là parce que justement c'est
c'est un montant facile à dépenser si il y a quelque chose de sympa de proposer. 50 euros, déjà, c'est une vraie dépense. À ces moments-là, ça va être plutôt des proches qui donnent des grandes sommes, 100 euros, 50 euros, 150 euros, voire plus, ce qui fait donc du coup que la contribution moyenne est de 50 euros. Et si je propose vraiment des choses très consistantes à 50 euros, j'ai aussi de la chance de pouvoir transformer le grand public à ce palier-là. Donc, les contreparties à 25 et 50 euros sont indispensables, mais il faut aussi penser à toutes les bourses, c'est-à-dire à ceux qui ont un petit coup de cœur pour le projet, à mes amis étudiants qui n'ont pas forcément de l'argent pour me donner, pour me soutenir un montant plus important. Donc, je propose aussi quelque chose à 5 ou 10 euros. À 5 euros, ce sera sûrement quelque chose de très symbolique, mais pourquoi pas un petit accessoire, une petite chanson à télécharger, le lien acheté du film, quelque chose de symbolique mais de valeur à la fois, et quelque chose de plus important au niveau financier, mais aussi au niveau de la valeur, à des paliers comme 100 euros ou plus, parce que vous n'êtes jamais à l'abri à des contributeurs généraux qui ont un vrai coup de cœur pour le projet, des proches qui ont envie de vous soutenir parce que c'est vous aussi, c'est pas uniquement pour le projet. Et à ce moment-là, vous pouvez donc du coup proposer des choses plus exclusives, voire limitées pour rendre la chose encore plus exclusive. Après, il ne faut pas non plus avoir des paliers à 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 60, 70 euros. Ça fait trop de choix. Donc, du coup, les gens vont aussi s'y perdre un peu et hésiter longtemps. Donc, concentrez-vous sur quelques paliers, minimum 4 sur une, mais bien consistants. On vous déconseille de limiter les contreparties en dessous de 100 euros parce que c'est des contreparties de masse au final. À partir de 100 euros, ça peut être une bonne idée quand vous proposez des choses plus exclusives. Ce qui se fait souvent dans le domaine de la musique ou du cinéma, c'est de proposer soit d'assister au tournage, soit d'avoir un pass backstage pour un concert, d'assister à des apéros, des dîners avec les réalisateurs, les groupes de musique, quelque chose qui n'est pas accessible à la FNAC, que vous pouvez uniquement trouver grâce à ce genre de campagne. Et c'est ça qui va donc du coup inciter les gens à aller vers des paliers plus importants. Voici un petit exemple de contrepartie. Comme je disais, il en faut 4 minimum et le mieux c'est de commencer à 5 ou 10 euros pour justement permettre à tout le monde de participer. Il faut évidemment proposer des choses qui sont directement liées à votre projet. Et si vous pouvez, à partir de 25 euros, proposer quelque chose de très concret, de matériel, c'est évidemment un grand avantage parce que quand on va au magasin pour 25 euros, on trouve des choses de valeur, de petite valeur peut-être, mais quelque chose de matériel. Donc, pareil sur Ulule, essayez d'avoir des goodies ou des choses directement liées à votre projet qui ne coûtent pas trop cher. Et ensuite, dans les paliers suivants, vous pouvez rajouter des choses de plus forte valeur comme des invitations, comme des dédicaces, des choses en plus, des choses plus personnalisées. Et c'est ça, donc du coup, qui va aussi faire que les gens vont aller vers des paliers plus hauts. Imaginons, à 25 euros, vous proposez donc ce fameux vinyle avec peut-être votre nom à l'intérieur de la... J'ai toujours maquette, mais je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais j'espère que vous me comprenez. Et donc, du coup, si à 35 euros, vous proposez une place de concert en plus et à 50 euros, une dédicace, les gens ils vont peut-être se poser la question s'ils ne vont pas aller vers les 35 ou 50 euros, si à ce moment-là, ils ont une invitation à un concert, une dédicace et pourquoi pas un deuxième CD en plus. Voilà. Ce qui est une bonne
pratique aussi, c'est de proposer des tarifs Early Bird. C'est notamment ce festival qui s'est relancé il y a quelques jours sur Ulule, Goulash 2016, et qui propose toujours des tarifs en Early Bird. C'est-à-dire, il privilégie ainsi les personnes qui font confiance dès le début au porteur de projet. Et donc, du coup, pour les premiers arrivants, pour les premiers 15 contributeurs, pour les premiers 10 contributeurs, elle a proposé la place de festival à 50 €. Pour les 15 suivants à 60, pour les 20 suivants à 70, ainsi de suite. Mais le tarif normal est de 100 €, ce qui permet de rapidement collecter les 10 000 €, et les a fait en 2 jours, et de pouvoir aujourd'hui être sûr d'y être arrivé et continuer à communiquer en disant « mais si j'arrive à faire 15 000 €, je peux commander tel et tel artiste en plus. Si j'arrive à faire 20 000 €, on peut installer un coin chill avec des canapés et un food truck qui sert à manger toute la journée ». Ce genre de choses, parce que ça installe vite une dynamique, ça montre que c'est un succès, ça fait plus facilement aussi attirer de la presse, et c'est ça, du coup, une collecte qui marche. Un petit moment de chargement, encore une fois, et on va passer juste un petit exemple de contrepartie pour vous montrer qu'à 5 €, 6 €, vous n'êtes pas non plus obligé de juste proposer un remerciement, mais vous pouvez aussi déjà proposer une petite carte personnalisée. Ici, on a l'exemple d'une groupe de musique qui a fait un concert à Paris, mais qui a des fans partout dans le monde. Et pour leur permettre aussi d'assister au moins un minimum au concert, et leur ont proposé d'envoyer le fichier, l'enregistrement du concert en live par mail. Donc du coup, c'est quelque chose de très accessible qui fait participer beaucoup de monde, et grâce à la participation, ça fait aussi parler beaucoup de votre projet, et grâce à ça, vous allez potentiellement aussi tomber sur des soutiens plus généreux. Voici un petit exemple de contrepartie pour des services, applications, sites web. C'est toujours quelque chose de très compliqué à financer, en sachant que l'application en soi ne coûte pas très cher. Ici, il s'agit d'un projet qui s'appelle la Rescousse. C'est un service entre particuliers pour venir en aide son voisin, faire des petits services entre voisins. Et donc, du coup, ce qu'ils ont proposé dans les contreparties, c'est des petites missions croissants offertes pour livrer en croissant le dimanche matin, des missions de babysitting, quelque chose d'assez marrant avec des petits sacs, une cape, qui représente bien le projet, qui est marrant, qui est un peu ludique. Et c'est ça qui fait donc du coup que ça peut aussi marcher, mais à chaque fois, il faut bien se mettre dans la peau d'un contributeur. On va maintenant passer à la dernière étape, la préparation et l'animation d'une collecte de fonds. C'est ce fameux rétro-planning qui est très important pour les collectes qui ont comme objectif de dépasser les 5 000 €, d'aller au-delà du premier et deuxième cercle. Et donc, du coup, le rétro-planning n'inclut pas que la collecte, mais aussi toute la phase d'avant et d'après. L'objectif de ce rétro-planning, c'est d'avoir une idée très concrète du temps d'investissement dans cette campagne au niveau du temps, comme je disais, mais aussi au niveau des démarches à faire, au niveau des textes à préparer, des gens à contacter. Donc, vous allez déjà commencer par mettre en place un rétro-planning de votre projet, que ce soit un service ou un produit, c'est-à-dire d'ici septembre, j'ai comme objectif de sortir mon projet, que ce soit un service ou un produit. Donc, pour pouvoir garder cette timing-là, il faudrait que je lance au plus tard la production ou le développement de mon site web, si c'est un service et que vous allez forcément avoir un site web, que je commence début août. Donc, il faudrait que je fasse ma collecte, que je finisse la collecte début août,
parce que ça me laisse un mois pour tout produire, pour sortir en septembre. Donc du coup, pour se lancer, vous avez encore 2 mois pour préparer toute la campagne. Donc c'est à ce moment-là où vous allez commencer à lister vos contacts pour savoir exactement qui fait partie de mon premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Vous allez commencer à préparer les images, les visuels pour la collecte. Si vous avez déjà le prototype et il s'agit d'un produit. C'est donc ça, ce qui veut dire en rétro-planning. Vous pouvez aller aussi plus loin, c'est ce qu'on va voir sur la slide suivante, en préparant votre ligne éditoriale. C'est-à-dire vous allez commencer à vous faire une idée sur la communication sur les réseaux sociaux, comme on parlait sur Facebook, quelles images vous allez utiliser pour Instagram, qu'est-ce que vous allez raconter dans les news, peut-être dans la première semaine vous allez parler des coulisses du projet, que ce soit du making of, du teaser de votre film que vous allez vouloir réaliser, ou de quelques concerts du groupe de musique, ou des shootings, justement des photos que vous avez mis sur la campagne. C'est donc toutes ces choses-là que vous pourrez déjà préparer en amont, tout comme la sensibilisation du premier cercle et de vos contacts presse que vous avez déjà, parce que c'est dès aujourd'hui qu'il faut sensibiliser les proches pour qu'ils soient au courant de votre projet, pour qu'ils suivent l'évolution de votre projet et pour qu'ils soient là dès le premier jour de la collecte pour vous soutenir financièrement. C'est donc toute une phase très importante dans laquelle vous allez tout planifier. Vous allez aussi donc du coup mettre en place ces 3 étapes, c'est-à-dire la première étape pendant laquelle vous allez donc avertir vos proches du lancement, parce que vous leur avez déjà parlé pendant des semaines sur la campagne de crowdfunding, sur votre projet, et donc vous allez les contacter les jours J pour leur dire ça y est, le projet est en ligne, et vous pouvez maintenant commander les contreparties dont je vous ai parlé à partir de tel et tel montant. C'est à ce moment-là que vous allez donc du coup c'est pendant ce rétro-planning aussi que vous allez du coup préparer sortir tous les contacts presse que vous allez vouloir contacter dès l'atteinte des 30%. Pour les contacts presse que vous avez déjà, des blogueuses, des médias, n'hésitez pas à leur en parler dès maintenant aussi pour être sûr qu'ils vont parler de vous. Mais pour ceux qui vous connaissent pas, que vous connaissez pas encore, ça vaut pas le coup de les contacter maintenant. À ce moment-là, il faudrait les contacter dès les 30%, dès les 25-30%. C'est à ce moment-là que vous allez envoyer votre communiqué de presse. Donc du coup, c'est des choses aussi que vous devez déjà préparer dès aujourd'hui, parce que ça peut aller très vite si vous avez bien sensibilisé votre premier cercle. Vous pouvez très vite faire les 30, 40, 50%. Et donc, du coup, pour ne pas être trop pris par les événements et bien gérer la campagne, vous n'avez plus qu'à envoyer sur le bouton pour envoyer le communiqué de presse à ces personnes, à ces contacts que vous avez déjà bien identifiés. Et donc, vous allez pouvoir rapidement aller plus loin. Tout ça, ça fait partie du rétro-planning, comme la livraison des contreparties à la fin et tout ça. Concrètement, comment ça se passe ? Concrètement, je contacte mon premier cercle avec des messages personnalisés et privés, parce que, comme tout le monde le sait, si vous recevez des messages en copie cachée, vous n'allez pas forcément les ouvrir, peut-être les ouvrir mais survoler, et vous risquez donc de ne pas être lu par vos proches, par les amis, ce qui serait quand même très dommage et ce qui va rater votre lancement. Donc, prenez le temps pour faire des messages privés et personnalisés. Vous pouvez toujours faire des copier-coller, mais pensez au moins à changer le prénom. Mais il faut que ce soit destiné à la personne que vous sollicitez. C'est grâce à ça qu'ils vont aussi se sentir sollicités, qu'ils vont pouvoir vous soutenir dès le début. Dès l'atteinte des 30%, vous allez à ce moment-là pouvoir envoyer une newsletter plus générale à toute votre base de données pour avertir vos contacts plus loin du lancement de la collecte,
et publier publiquement la collecte sur les réseaux sociaux. C'est aussi à ce moment-là que vous allez faire une news pour remercier les contributeurs, mais aussi pour leur demander de relayer l'information auprès d'eux, parce que les contributeurs de votre page projet vont aussi devenir idéalement les ambassadeurs de votre projet. C'est grâce à ces news, je vous les montre en live, c'est grâce à ces news qui sont envoyées automatiquement à tous les soutiens de votre projet, que vous allez pouvoir garder un lien avec eux pour qu'ils sachent où vous en êtes, parce qu'ils n'ont pas non plus l'automatisme de revenir tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines sur votre page projet pour savoir où ça en est. Donc c'est à vous pour les avertir de l'évolution, pour dire ça y est, aujourd'hui on est à 30%, c'est grâce à vous. Parlez-en autour de vous, plus on est, plus on va écrire une belle histoire et plus je vais pouvoir améliorer le projet et vous livrer les meilleures contreparties. C'est aussi grâce aux informations très exclusives sur vos convictions, sur votre manière de fabriquer, sur vos démarches, sur les coulisses du projet, c'est qui travaille sur le projet, c'est qui l'équipe, pourquoi pas faire des petites news pour les différents membres de l'équipe pour les présenter. C'est tout ça qui va accrocher vos contributeurs au projet et qui va naturellement les transformer en ambassadeurs de votre projet. Les news sont donc à envoyer tout au long de la collecte. Et puis, le fameux 3e cercle. Si vous avez bien réussi justement à sensibiliser, transformer le premier cercle, à les avoir transformés en ambassadeurs de la collecte, c'est aussi que vous allez réussir à lancer cet effet boule de neige, à toucher le 3e cercle. Et c'est à ce moment-là, 50, 60, 70%, que vous allez recontacter les médias pour dire ça y est, le projet continue, je vous tiens au courant de l'évolution du projet, pour prendre des nouvelles, pour leur montrer que oui, c'est vrai, même s'ils n'ont pas répondu, c'est un projet qui fonctionne et peut-être suite à ça, ils vont revenir vers nous. C'est aussi à ce moment-là, si vous pouvez, que vous allez faire des petits événements pendant la collecte pour rassembler du monde, pour peut-être inviter quelques blogueurs, des journalistes, des personnes importantes et influentes au niveau local, parce que c'est aussi, si c'est la ville, par exemple, qui relaie votre projet, qui est très ancré localement, c'est une belle mise avant pour vous et une bonne visibilité. Donc, il faut aussi penser à événementialiser la collecte, la campagne. Et si vous pouvez participer à des salons et des forums qui sont directement liés à votre projet, à votre thématique, c'est un grand plus parce que à ce moment-là, vous allez encore une fois toucher un nouveau public, donner plus de visibilité à votre projet et toucher des inconnus. Comme je disais, il faut faire des news, mais des news très variées, c'est-à-dire que vous n'allez pas uniquement parler des paliers symboliques, des 30, 50, 100, 200%. Ça risque d'être un peu ennuyant pour les contributeurs à un moment donné, mais essayez de diversifier les informations, d'ajouter des photos, des images, tout ce qui donne envie de cliquer dessus pour revenir sur la page projet et relayer l'information. Voici quelques exemples de news. Très important évidemment pour annoncer l'atteinte de l'objectif et le dépassement, pour informer tout le monde que l'aventure n'est pas finie, que ça continue, que vous êtes plein d'idées, que vous avez des nouveaux objectifs et peut-être même des nouvelles contreparties à proposer pour les contributeurs. N'hésitez pas justement à les solliciter s'il manque un peu d'argent les derniers jours, parce que c'est grâce à cette force, grâce aux contributeurs
que vous allez pouvoir toucher d'autres personnes. On a vu des projets qui étaient à 50%, qui pouvaient rester que quelques jours, et grâce aux contributeurs, ils ont réussi à faire les prochains 50%, parce que quand on dit très clairement que si chacun arrive à convaincre un proche, l'objectif est atteint, très simplement, c'est compréhensible et c'est un message positif qui vous permet donc rapidement de mobiliser du monde, de pouvoir compter sur vos contributeurs parce qu'eux aussi, ils ont envie que le projet voit le jour et c'est donc la meilleure publicité que vous pouvez avoir. Il ne faut donc pas du tout négliger leur force et les solliciter régulièrement sans évidemment les harceler. Relayer aussi toutes les publications médiatiques dans les news, ça montre que le projet intéresse, que c'est quelque chose qui réussit et ça va aussi donner envie à vos contributeurs d'en parler, de relayer des informations et ça crée de l'animation, de la dynamique. Hop. Alors, j'essaie de passer à la slide suivante. C'est bon. Quand la collecte est finie, il faut évidemment continuer à animer la page projet, tout simplement parce que les contreparties ne sont pas encore livrées. Donc, il faut aussi tenir les soutiens au courant. Il faut les remercier pour leur soutien, pour leur soutien aussi au niveau de la communication, d'avoir partagé le projet, d'avoir convaincu d'autres personnes et les tenir au courant des délais de livraison pour qu'ils ne se sentent pas laissés. C'est donc aussi pendant cet envoi des contreparties que vous allez pouvoir recréer un petit base en ajoutant des petits mots personnalisés parce que grâce à ça, vous allez refaire parler de votre projet sur les réseaux sociaux. Vous allez sûrement avoir plein de retours qui disent merci beaucoup. En plus, il y avait la petite surprise. C'est ça qui va faire que vous allez avoir aussi des contributeurs heureux. Et si jamais vous avez des retards dans la production, dans la mise en ligne du service, quoi que ce soit, le mieux c'est toujours d'être franc, de les avertir, de leur envoyer des news parce qu'elles sont très compréhensibles, elles savent très bien en quoi elles s'engagent, qu'elles soutiennent un projet qui n'est pas encore réalisé et donc du coup, ils vont toujours rester les premiers à être servis, à être livrés, donc ils vont aussi accepter d'attendre un peu plus de temps. Le pire, c'est juste de ne pas donner de nouvelles parce qu'à ce moment-là, ils vont croire que vous êtes parti ailleurs avec leur argent et qu'ils ne vont jamais revoir leur contrepartie. Pour résumer, on va finir avec une petite slide sur ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut bien garder en tête. Donc, je pense que vous avez bien compris qu'il faut vraiment bien se préparer. C'est vraiment le plus important. Il faut bien trouver sa cible, identifier sa cible, savoir comment la toucher, grâce à quel influenceur, média, blogueur, quel est le contenu déjà, quelle est votre ligne éditoriale, de quoi vous voulez parler et à quel moment. Et donc vraiment préparer un rétro-planning assez conséquent qui contient la phase de production et aussi toutes les actions médiatiques de communication, de sensibilisation pour réussir la collecte. Ce que je vous conseille, c'est de suivre quelques collectes dans votre domaine en cours. Pour suivre les collectes, vous n'êtes pas obligé de contribuer. Vous pouvez tout simplement cliquer sur un petit cœur. Et grâce à ça, vous allez recevoir les news et vous allez pouvoir plus facilement vous préparer à votre collecte parce que vous allez vous dire en fait non, moi je sentais que j'ai pas reçu assez d'informations, il me manquait telle et telle chose comme information, ou justement je me sentais trop harcelée, j'avais pas du tout envie, j'avais juste envie d'annuler ma contribution tellement j'ai eu de mails. Donc tout est possible. Donc le mieux c'est de suivre quelques collectes pour que vous sachiez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas.
N'ayez pas peur pour parler de votre projet autour de vous. Les personnes autour de vous, elles vont pas vous piquer les idées. Déjà, vous êtes à un stade plus ou moins avancé, mais si vous êtes déjà dans le stade de fabrication de prototypes et tout ça, personne ne va nous voler l'idée. Et si ce serait le cas, elle ne serait pas aussi vite que vous parce que vous êtes déjà très avancé. Valoriser donc du coup aussi vos contributeurs, comme je disais avec les news et avec les remerciements, c'est important de leur montrer que c'est des personnes privilégiées et c'est grâce aux news et avec les contenus exclusifs, avec des contreparties très exclusives aussi que vous allez pouvoir montrer ce remerciement. Et restez toujours positif. C'est vous qui croyez en votre projet avant tout. Donc, montrez cette attitude aussi dans votre communication. Et comme je disais tout à l'heure, évitez donc tous les mots comme soutenez-nous, aidez-nous. Vous êtes là parce que vous avez un beau projet, parce que vous allez changer des choses, parce que vous avez un projet créatif ou innovant ou des choses qui sont bien ou des choses à un prix intéressant ou une démarche qui sort du lot ou voilà, quelque chose de positif que vous avez envie de communiquer. Donc, il n'y a aucune raison de demander du soutien ou de l'aide avec des messages très répétitifs dans ce sens-là. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de publier la collecte publiquement à zéro soutien et 0%. Ça va pas donner envie, ça va peut-être vous allez peut-être avoir une belle visibilité parce que les gens elles vont quand même partager, mais vous allez vous décrédibiliser, vous n'allez pas transformer vos contacts parce que tout simplement, s'il y a personne dans un restaurant, ça me donne pas confiance et je vais pas rentrer, je vais pas manger là-bas. C'est la même chose sur une page de crowdfunding. Quand il y a personne, ça va pas donner envie, je vais pas faire confiance et je vais ailleurs. C'est tout, il me semble, pour cette formation. Sachez qu'il y a ici toute une page avec les liens importants qui peuvent vous servir. On a un forum sur Ulule qui contient les liens sur des thématiques différentes, que ce soit sur l'animation des réseaux sociaux, sur la préparation d'une collecte, la préparation de la page projet, quelle photo, quelle contrepartie. Tout est expliqué en détail ici. Et pour aller plus loin, si vous accompagnez des porteurs de projets, si vous avez envie d'approfondir vos connaissances en crowdfunding, vous pouvez aussi devenir expert. Et la prochaine certification a lieu le mercredi 22 juin à Paris. Avec tout ça, on a financé plus de 12 300 projets sur la plateforme et vous trouvez ici donc quelques références de projets de différents domaines que je vous laisse regarder chez vous selon votre domaine. Et je vous conseille aussi de regarder la vidéo de Babab qui est très marrant et qui sert comme bon exemple de vidéo. Et pareil, selon vos différentes catégories, voici quelques beaux projets dans des domaines différents. Maintenant, je vais répondre aux questions une par une. Alors, hop. Emmanuel demande, bonjour, concernant les traductions, ayant un produit à distribuer sur la Belgique également, je n'ai pas vu la possibilité d'avoir une page en flamand. Alors, vous avez la possibilité d'avoir la page en... non, il ne me semble pas que ce soit ça. Oups. En flamand, je vous montre juste en direct comment changer la langue. Là, je suis par exemple en anglais. Voilà, là, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Voilà, elle est là. Si je veux switcher en néerlandais, je clique tout simplement sur néerlandais et j'arrive sur... Alors là, j'ai un petit problème de... Voilà, j'arrive sur la page néerlandaise. Donc, en fait, ce qui change à chaque fois, c'est ce
qui est devant le Ulule. C'est pas ce qui est derrière, mais ce qui est devant. C'est-à-dire, pour le Ulule français, j'ai fr.ulule.com. Pour le néerlandais, j'ai nl.ulule.com. Pour l'allemand, j'ai de.ulule.com et ainsi de suite. Donc, toute l'interface est traduite. Après, il faut quand même que vous traduisiez votre projet pour que vos contacts en Belgique puissent avoir la traduction. Parce que, par défaut, évidemment, c'est l'interface Ulule qui est traduite, mais pas chaque projet. Daria demande, peut le donateur annuler sa contribution et ne désinscrire de mailing et se désinscrire de mailing. Alors, Daria, oui, les contributeurs peuvent annuler la contribution jusqu'à la fin de la collecte. C'est pour ça qu'il est très important aussi de faire une belle campagne, de leur donner des informations intéressantes pour qu'ils restent attachés au projet, au porteur de projet et qu'ils ne soient pas déçus. Ils peuvent aussi se désinscrire des mailing lists. C'est j'ai toujours mon outil webinaire devant ce que je vais faire. Excusez-moi. Hop. Alors, quand j'arrive sur mon profil, je vais dans mes préférences et vous avez donc du coup la possibilité de vous désactiver, de vous désinscrire